Merci à tous d'être présents pour cette troisième table ronde. Donc, je suis Nadia Enimoulaï, journaliste et fondatrice du Melting Book. Et donc, le thème de cette table ronde est la citoyenneté et la démocratie. Donc, nous devions avoir 4 intervenants. Malheureusement, Yassine Lamaoui, qui est porte-parole du Cercle de réflexion politique France Fière, ne pourra malheureusement pas être avec nous. Il a eu un empêchement personnel. Mais nous avons quand même 3 intervenants de qualité qui vont nous apporter leurs éclairages sur le sujet. Jamel El Amri, vous êtes chercheur sur l'islam contemporain à l'École pratique des hautes études et fondateur de l'Académie française de la pensée islamique. Samia Troubi, vous êtes directrice Europe de la Foundation for Ethnic Understanding et coordinatrice du réseau européen des leaders musulmans et juifs. Voilà. Et Mohamed Bedi Ebnou, vous êtes directeur notamment de l'Institut des études épistémologiques en Europe, donc à Bruxelles. Voilà, donc juste pour introduire la table ronde, cette table ronde va un peu s'inspirer de 2 notes qui ont été faites. Alors la première par Ahmad Al-Haïsouni, désolé pour mon accent arabe, Islam et démocratie, les fondements, donc qui revient longuement sur les fondements même de la démocratie dans les textes. Et la seconde, Islam et démocratie face à la modernité, donc qui a été écrite par l'un de nos intervenants, Mohamed Bedi Ebnou. Alors, sur le thème de la table ronde, donc citoyenneté et démocratie, j'ai envie d'embrayer directement avec Jamel El Amri, parce que, alors je ne sais plus si c'était en novembre ou après Charlie. C'était après Charlie. Donc, vous aviez organisé à l'Académie, avec l'Académie, une table ronde qui s'articulait autour de la question de la citoyenneté, enfin, la façon d'articuler la citoyenneté française et son identité musulmane. Alors pourquoi vous aviez voulu créer cette rencontre et qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement? Parce qu'on a quand même le sentiment que la question de la citoyenneté française et de l'identité musulmane est toujours mise un peu en concurrence, alors que finalement c'est peut-être pas forcément la bonne approche. Alors bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier Dominique Régnier et toute l'équipe Fondapol pour cette invitation et également l'organisation de cet événement. Je remercie également toutes celles et ceux qui m'ont précédé et ceux qui passeront après moi, après nous. Nous avons effectivement organisé un événement juste après, très rapidement, juste après les événements du 7 janvier. Nous avions voulu poser effectivement la question de l'articulation entre l'identité spirituelle et l'identité citoyenne. Très souvent, on s'est rendu compte que de la part des musulmans comme de nos concitoyens, ces identités-là étaient mises en confrontation, en opposition. Et nous avions voulu organiser cet événement, et si on l'a organisé, on est vraiment parti d'un constat, d'un triple constat. Le premier constat, c'est celui de ce que j'appellerais la crise humaine. La crise humaine. Alors qu'est-ce que c'est que la crise humaine? La crise humaine, c'est vraiment le décalage qu'il peut y avoir entre les idées, les valeurs et les individus. Et très souvent, ce que l'on peut observer de la part de tous les citoyens, peu importe leur religion, peu importe leur philosophie, leur spiritualité, c'est qu'il y a une crise humaine qui considère les valeurs comme un objet que je possède. La valeur devient ce verre que je prends, je le domine, je le mets, voilà, je le prends, je le domine. Cette bouteille, je la prends, je la mets dans ma poche. Et parce que nous ne nous sentons pas dépositaires des valeurs, et parce que nous nous sentons propriétaires, nous sommes capables de justifier, au nom d'une religion, au nom d'une philosophie, n'importe quelle suffisance et n'importe quelle insuffisance. Je donne des exemples concrets. Aujourd'hui, au nom des religions, on est capable de mener des guerres et de tuer des gens. Au nom de la philosophie des droits de l'homme, on est capable également de mener des guerres et de tuer des gens. C'est parce que nous ne sentons pas dépositaires, nous n'avons pas un rapport humble avec les valeurs, et parce que nous nous sentons propriétaires que nous nous permettons finalement d'instrumentaliser les valeurs. Et ça, c'est vraiment le premier constat que l'on fait, c'est cette crise humaine. Cette première crise humaine, elle est liée à une deuxième crise que j'appellerais la crise de la pensée. La crise de la pensée, effectivement, on a l'émergence d'un certain nombre d'idéologies où finalement, forcément, l'autre
n'est jamais inclus dans ma réflexion. Effectivement, nous vivons une situation inédite. Les idéologies meurtrières créent finalement un certain nombre de murs entre les citoyens de ce pays-là. Et il faut l'avouer, nous ne sommes pas encore capables en France de nous réinventer. Nous avons une juxtaposition d'individus et de communautés, mais qui ne savent pas encore vivre ensemble et envisager l'avenir ensemble, des avenirs possibles. Et enfin, je pense sincèrement que la troisième des crises, c'est une crise spirituelle. Il faut aujourd'hui, peu importe finalement les communautés ou les citoyens, nous avons un regard qui est figé sur le passé. Que vous soyez citoyen, peu importe votre spiritualité, nous voulons ressusciter des passés dépassés. Et nous avons une angoisse de l'avenir, et nous ne sommes pas capables finalement de croire ensemble. On a parlé dans les autres tables rondes d'accepter l'altérité et la diversité. Et ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, si nous voulons construire une société ensemble, alors il faut croire ensemble. Donc la première des étapes, c'est de reconnaître ces diversités intracommunautaires, mais également dans la société française, et d'être capable de croire ensemble. Donc il y a ces deux étapes, et nous sommes partis finalement de ces trois crises, crise humaine, de la pensée et une crise spirituelle. D'accord, je vous remercie Jamel. Samia Troubi, j'imagine que vous voulez réagir au propos de Jamel. Tout d'abord, merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là un dimanche matin. C'est un défi et le pari est plutôt bien relevé. Alors, en préliminaire, j'aimerais dire une chose. J'aimerais remercier la Fondapol et Dominique Régnier de nous accueillir ici. Parce que trop souvent, de façon lancinante, on voit des débats sur l'islam, sur les musulmans, à propos des musulmans, mais en l'absence des musulmans. En règle générale, l'islam et les musulmans, a fortiori, sont des objets. On commente sur eux, mais on ne leur laisse pas la parole. Et pour ça, j'ai envie de vous dire merci très personnellement. Vous dire qu'en reprenant la parole, nous reprenons la parole au cœur du débat, au cœur de la cité, et c'est la citoyenneté ici qui est au cœur de notre sujet. Pour répondre de façon un peu comme disent nos amis américains et anglais, « without beating about the bush », sans tourner autour du pot, très clairement, puis-je être musulmane, française, a fortiori citoyenne européenne? Pour moi, c'est un truisme. Oui. Oui, nous pouvons être tout cela, et je pense que beaucoup d'entre nous partagent cette première réponse. Simplement, il y a des pourtants, il y a des mais, il y a des discours qui créent un contre-discours et un discours qui vient d'en haut. J'en parlerai assez brièvement, comme ça on pourra essayer de débattre. Il y a des discours excluants, il y a des discours d'en haut que certains commentateurs décrivent un racisme structurel venant d'en haut, qui exclut l'autre. Dès qu'il est question de musulmans et de citoyenneté, il y a trois questions épineuses qui reviennent. Peut-on être musulman et revendiquer la liberté d'expression? On l'a bien vu avec tous les débats qu'on a eu sur Charlie Hebdo, mais vous souvenez-vous un petit peu de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne avec l'affaire Salman Rushdie qui a marqué l'Europe. Deuxième question, peut-on être musulman et quelle est la place de la femme au cœur de l'islam, au cœur de la société? C'est une question qui revient, et ceci de façon d'autant plus marquante que depuis 1989 et l'histoire, on a parlé des foulards, aujourd'hui on a un changement sémantique quand on parle de voile islamique, ceci questionne. Et puis dans d'autres sociétés, moi j'ai la chance de pouvoir travailler à l'échelle européenne, je vois que en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, il y a des questionnements sur l'intégration des musulmans à ce qu'on appelle en allemand la Leitkultur, la culture dite de référence. Et dans toute cette construction de discours, on retrouve des personnes, bon, on le connaît tous ici, comme Éric Zemmour, mais avant Éric Zemmour, si vous regardez de l'autre côté de l'Europe, vous regardez l'Allemagne, on avait un homme social-démocrate, Thilo Sarrazin, qui a écrit un livre qui est un best-seller, qui s'appelle « Comment l'Allemagne court à sa perte », où il développait toute cette idée que le multiculturalisme, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont repris cette idée, ont échoué. Pourquoi ont-ils échoué? Parce qu'ils n'ont pas réussi et ils ne peuvent pas intégrer cette minorité de plus en plus visible, de plus en plus présente des musulmans. D'accord, merci Samia. Mohamed Bedi Ebnou,
sur cette question de la citoyenneté et du rapport à l'identité musulmane. Est-ce qu'on peut être citoyen et français musulman? Est-ce qu'il y a une concurrence entre ces concepts? D'abord, je ne sais pas. Merci. Deuxièmement, moi, il me semble que si au moins, du point de vue observable, ce qu'on peut constater dans ce phénomène, c'est si on était un peu de l'autre côté de la scène, et que vous diriez, mais les musulmans sont nouveaux en Europe, il y aurait toujours un spécialiste qui s'élèvera vivement pour vous dire, ah oui, et les Omeyyades de Carcassonne, etc. Et donc vous dira, finalement, mais de quoi vous parlez? Et en réalité, parce que probablement les mots font un peu défaut dans ce débat, et on ne sait pas exactement de quoi on parle. Du reste, le terme islam veut dire mille choses, et généralement, quand on dit islam, on ne sait pas si on parle de la religion, on parle de la culture, on parle des musulmans en tant que communauté d'individus, etc. Alors évidemment, si vous êtes aussi de l'autre côté de la scène, on vous dira islam petit i, c'est la religion, islam grand i, c'est le reste. Culture, civilisation, même si le mot n'est pas très bien choisi, etc. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire hollandais étaient largement composés de musulmans au XIXe siècle. Et que ce qui est nouveau, ce n'est pas tellement que les musulmans soient citoyens sujets. Alors là, évidemment, les statuts étaient très divers et variés au sein des empires coloniaux. Ce n'est pas tellement, en tout cas, qu'ils soient des sujets de ces États ou ces empires quand ils étaient empires. C'est le fait que, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une ségrégation géographique, démographico-géographique, qui a été rompue, pour les raisons que vous connaissez. Donc, en effet, l'État est le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la France métropolitaine, il y a la Réunion. Le foulard ne se pose pas de la même manière dans l'île de la Réunion, en Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, etc., comme en France métropolitaine. C'est le même État, les mêmes structures étatiques, le même corpus juridique, mais ce n'est pas tout à fait la même société. Donc, le regard social n'est pas le même selon que vous soyez d'un côté ou de l'autre de l'État français. Or, ce qui a été rompu, comme je viens de le dire, après la Deuxième Guerre, c'est qu'il y a une mixité sociologique au sein des métropoles. Cette mixité sociologique a connu un pas important depuis les années 70, où finalement, les gens qui étaient invisibles dans les périphéries, les fameux hangars, pour prendre l'exemple de Paris, de Cergy ou du 93, commencent un peu à percer dans la ville. Et j'en ai fait moi l'expérience... rappelez-moi votre nom. Jamel, je l'ai connu étudiant dans le 93 et j'ai enseigné au moins une dizaine d'années dans le 93. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à l'époque, quand je disais vous avez une conférence qui traite du même sujet dans le quartier latin à l'école des études de sciences sociales, l'école pratique, on me dit ah oui, enfin c'était à Tokyo, c'était très loin. Et donc évidemment, même si c'est à 10 minutes de métro ou de train, c'était très loin. Et du coup, si vous voulez, cet éloignement au moins mental est petit à petit rompu. Et là, si vous êtes à l'école des études, vous voyez pas mal de gens qui viennent du 93. Ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle mixité qui n'a jamais été pensée, il y a une ségrégation de fait, parfois explicite, souvent tacite, et qui a été rompue dans l'Empire britannique, qui a été rompue en France, qui a été rompue en Hollande, etc., etc. Et ça fait effectivement un nouveau phénomène qui n'a jamais été. Cette mixité physique, elle n'a jamais été pensée et repensée auparavant. Et puis, évidemment, elle s'est ajoutée à un troisième phénomène, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, jusqu'au début des années 90, le patrimoine en moyenne du citoyen français ou britannique a doublé, parfois triplé. Or, il se trouve que depuis les début des années 90, il y a un appauvrissement continu, qui évidemment va de pair avec l'apparition des anciens sujets coloniaux au sein de la ville, au sein de la cité. Or, ça, c'est effectivement ce nouveau phénomène qui, en dernier lieu, s'accompagne de cette grande mixité internationale, les moyens techniques aidant, les moyens de communication aidant, entre guillemets, la mondialisation. Évidemment, ce sont des nouveaux phénomènes qui, désormais, créent de nouveaux types de sociétés qui sont à la fois postmodernes et extrêmement archaïques et archaïsantes, où finalement on peut être indien à Paris ou à New York, on vit toujours dans sa propre communauté, puisqu'on se réveille le matin et on lit le journal indien, on se réveille le matin et on lit les journaux congolais, on se réveille le matin et on lit les journaux pakistanais, et on regarde des films pakistanais, on regarde et on écoute la radio pakistanaise. Évidemment que ce sont des sociétés à la fois physiques et virtuelles, virtualisées, qui n'ont jamais été effectivement pensées dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie.
Merci à vous. Est-ce que Jamel ou Samia voudraient réagir par rapport aux propos de Mohamed Bedouebli? Enfin, j'aimerais revenir sur deux points, deux concepts. Le concept un peu historique de temps long et le concept de ségrégation. Je crois que j'étais en train de tweeter juste avant d'arriver et il y a une personne qui me disait mais il faut que vous compreniez que nous ce qu'on voit grosso modo c'est une partie, une minorité. Le problème c'est pas l'islam, c'est une partie qui ne veut pas s'intégrer. Et il continue en disant vos débats, un peu de façon méchante, vos débats sont trop élitistes et vous parlez à une élite et vous ne comprenez pas la réalité du terrain. Grosso modo, c'est ce qui, de façon sous-jacente, les critiques qui nous étaient émises. Et souvent, quand on est un peu sur le terrain, ce qu'on remarque, c'est que les populations européennes, a fortiori la population française, a vu grosso modo, depuis les 30 Glorieuses, avec cette période de pleine croissance où les populations anciennement colonisées sont venues en France et se sont finalement installées pour de bon, eh bien, la France a changé de façon visuelle, de façon des fois linguistique, et ces changements-là, démographiques, historiques, qu'il faut replacer sur un temps long, sont tout à fait inédits. Donc en fait, qu'on se questionne et que les gens se questionnent sur ce fait musulman, sur cette présence musulmane, en fin de compte, c'est tout à fait normal. Cette peur ou ce questionnement n'est pas quelque chose qu'il faut absolument rejeter. Et si on se place sur ce temps long, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la réalité dans laquelle vivent un grand nombre de musulmans, qu'on soit en Amsterdam, aux Pays-Bas, à Paris, dans nos banlieues parisiennes. Quand il est question de citoyenneté, il faut toujours remettre la place aux droits des uns et aux devoirs des autres. Il y a citoyenneté pleine et entière quand les individus et les citoyens se sentent pleinement faire société avec les autres. Est-ce que, moi je pose la question au panel et aux personnes, est-ce qu'aujourd'hui nous avons le sentiment que les populations, principalement majoritairement musulmanes, font société avec les autres et ne sont-elles pas, pour reprendre le terme, ségrégées aussi territorialement? Je rebondis sur ce que tu dis en fait, et c'est une question que je vous pose à tous les trois, c'est qu'au fond on est dans une société française sécularisée, où l'invisibilité de la religion et donc notamment, pas que, mais des religions est plus ou moins demandée. Comment on conjugue ça avec l'idée d'une citoyenneté active? Je prends l'exemple concret, par exemple, ces dernières années, on a eu beaucoup de maraudes qui ont émergé, qui ont été mises en place par des associations dites musulmanes, pour justement aller aider les sans-abri dans la rue sans chercher à savoir si c'est des musulmans ou pas. Donc, cette question, il me semble être un exemple intéressant. Donc, comment on conjugue cette citoyenneté active, ce vœu de citoyenneté active avec cette invisibilisation des religieux, enfin des gens de culture musulmane ou de religion musulmane ou d'autres religions d'ailleurs? Vous avez raison, Nadia, de rappeler qu'il y a une multitude d'initiatives heureuses, de gens qui s'engagent, qui sont de confession musulmane, qui s'engagent véritablement de manière citoyenne. On a pléthore d'exemples et j'en profite ici pour vraiment saluer le travail qui est effectué, pas que dans le domaine social, mais dans différents domaines économiques, politiques. Il y a vraiment des choses qui se font. Une majorité silencieuse qu'on ne voit pas, ça ne vend peut-être pas assez ça ne fait pas forcément les gros titres, mais il y a énormément d'initiatives heureuses, voilà, citoyennes et heureuses. Moi, je ne vais pas forcément parler de cela, Nadia. J'aimerais parler véritablement de ce qui, en tout cas, ce pourquoi on m'a invité, voilà, la démocratie, la citoyenneté et l'islam. Et je pense aujourd'hui qu'on a des problèmes avec ces mots. On a des problèmes avec la notion de démocratie, la notion de citoyenneté. La démocratie et la citoyenneté, c'est comme la modernité. Ce sont des projets inachevés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société où on pense que ce sont des projets qui sont achevés. Et donc, on ne les pense plus. Comment peut-on considérer la démocratie et la citoyenneté comme des projets achevés quand vous avez des pères et des mères qui sont venus construire ce pays-là, qui travaillent depuis une quarantaine d'années et qui n'ont même pas le droit de voter? Comment peut-on considérer la citoyenneté comme un projet achevé ici, quand vous avez des pans entiers de la population française qui ne peuvent pas s'impliquer en tant que citoyens? Donc il faut revenir à cette idée
et considérer la démocratie et la citoyenneté comme des projets inachevés. Nous devons continuer. La citoyenneté de la démocratie athénienne à aujourd'hui, en passant par l'Empire romain, elle a toujours discriminé les femmes, les métèques, et encore aujourd'hui. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Ce ne sont pas encore des projets achevés, et nous devons continuer à mener une réflexion sur la démocratie et la citoyenneté. De la même manière, sur la question de l'islam, on a très souvent parlé des lectures. Moi, je pense au contraire qu'il faut s'intéresser aux lecteurs. Et les lecteurs, pour reprendre peut-être un titre de votre ouvrage, La thérapie de l'âme, je pense qu'il y a vraiment une approche thérapeutique à avoir. Quand vous avez des populations musulmanes qui ont un certain nombre de précarités, qu'elles soient sociales ou affectives, comment voulez-vous, est-ce que l'on pense encore naïvement qu'en proposant des nouvelles lectures mystiques ou théologiques, on ne va changer les choses? Absolument pas. Moi, je ne le crois pas. Ça va être, dans l'époque consumériste que nous vivons, une lecture supplémentaire que nous allons consommer. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est s'intéresser au lecteur et la réflexion qu'il mène, c'est-à-dire cette pensée que j'intitule, et j'ouvre les guillemets, la pensée de la citadelle assiégée. On est menacé par l'extérieur. Et vous avez bon nombre de nos concitoyens de confession musulmane qui pensent à travers ce prisme, à travers ce paradigme de la citadelle assiégée. Et donc, j'en reviens aux trois crises que je parlais, la crise humaine. Si vous êtes face à des envahisseurs qui viennent avec leur ego, bien évidemment, toute la pensée qui va se faire à l'intérieur des communautés musulmanes, ce sera des pensées qui vont flatter un ego, des égos communautaires. Et donc vous allez avoir des égos qui vont s'affronter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est cette crise de la pensée. Pourquoi penser quand on est en guerre? Pourquoi penser quand je suis dans ma citadelle assiégée que je me sens menacé? Et si des intellectuels qui sont présents devant moi osent penser, mais pour quelle raison? Vous n'êtes pas solidaire. Donc votre pensée, je l'exclus, je la mets de côté. Et on est un peu comme dans la société cubaine il y a quelques années, on offre des bons de ration. Vous voulez de la pensée? Tenez du prêt-à-penser. Vous voulez vous habiller? Tenez du prêt-à-porter. Et nous sommes véritablement dans une véritable crise de la pensée. Et enfin, cette crise spirituelle. Pourquoi je vais croire avec les autres quand les croyances des autres me menacent? Qu'est-ce que l'on partage ensemble? L'autre est forcément quelqu'un qui m'assiège, forcément quelqu'un qui me menace. Pourquoi penser une société commune ou avec d'autres croyances quand je me sens assiégé? Et je pense sincèrement que les musulmans doivent sortir, les lecteurs musulmans des sources de l'islam doivent sortir de cette pensée de la citadelle assiégée. Merci Jamel. Samia, est-ce que tu veux rebondir? Oui. J'aimerais juste revenir sur ta dialectique entre effectivement cette invisibilité du séculaire et cette visibilité qui était la question, qui est une question pertinente. Je crois que quand les musulmans ou les citoyens musulmans sont présents de façon visible avec la construction des mosquées ou d'écoles, ou qui revendiquent des habitudes alimentaires autres, ils ne disent pas nous ne faisons pas et nous ne voulons pas faire société avec vous, mais ils disent par ces volontés, par ces actes, nous sommes ici, maintenant, et nous voulons nous ancrer. Et donc souvent quand on vous savez, il y a cette image en Suisse, vous l'avez tous vu, de ces minarets plantés sur le territoire suisse comme une invasion. Mais je crois que c'est tout à fait le contraire. La présence de ces mosquées ne signifiait pas l'invasion, mais signifiait simplement que les musulmans, et les Français musulmans, les Suisses musulmans, ont vocation et ont envie de s'ancrer ici. Et donc, quand souvent il y a des polémiques autour, utilisées de façon lancinante par les partis d'extrême droite, comme la fameuse prière de la rue Mira, mais ça c'est encore de façon anecdotique et mis en exergue pour souffler sur les braises de la xénophobie. Quand les musulmans
veulent créer une mosquée, construire une mosquée, fonder quelque chose dans ce territoire français, il ne faut pas le voir, et il faut l'expliquer, il ne faut pas le voir comme une invasion, une intrusion de l'autre, de cette altérité irréductible, mais comme une présence, comme une volonté de faire société. Et je crois qu'il y a cette nécessité pédagogique que beaucoup de musulmans, beaucoup d'imams avec qui j'ai la chance de côtoyer, de personnes françaises et musulmanes, disent et qu'il faut aussi entendre. Question un peu provoque, mais est-ce que les non-musulmans en France en tout cas, sont prêts ou ont envie de faire société avec des musulmans? Enfin, c'est un peu la question quand même qui... Je pense qu'on est à regarder la salle ici. J'espère que oui. J'ai l'impression que oui, que les gens ont un intérêt d'abord à ça, et en plus une réelle envie de compréhension et de faire société ensemble. Je crois qu'au-delà de tous ces discours excluants de Thilo Sarrazin, dont j'ai parlé, de cet échec du multiculturalisme, d'Éric Zemmour et d'autres partis xénophobes, il y a un contre-discours qui se nourrissent. Ils ne veulent pas de nous, c'est eux contre nous. Donc il y a un double discours qui se répond. Et dans cette marge, dans ces marges, naît et se construit ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et ce que vous faites probablement de façon quotidienne, un autre discours, une autre voix, X et E, qui est la voie de la modération, concept ô combien important pour les musulmans, mais pour d'autres cultures, qui est possible et qui est là, mais qui se regarde. Je suis historienne de formation et j'ai été prof d'histoire dans le 93 pendant très longtemps avant d'avoir choisi ce chemin de travailler pour des ONG. Et sur le temps long, on voit que ce sont ces voies-là qui marchent et qu'il faut nourrir. Merci. Mohamed Bedi Ebnou, vous avez produit une note intitulée Islam et démocratie face à la modernité. Donc vous parlez à un moment de l'émergence au XVIIIe, XIXe siècle d'une espèce d'élite intellectuelle musulmane qui a un peu bousculé les représentations de l'islam en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui en Europe, il y a besoin d'avoir des figures intellectuelles pour faire rappeler que la démocratie en islam, c'est quand même un fondement et que ce n'est pas antithétique? Ça dépend de ce que vous appelez islam, bien sûr. Alors l'émergence, non pas d'une élite, disons l'élite qui est l'élite traditionnelle, elle a commencé à être interrogée par ces nouveaux phénomènes qu'est l'Europe occidentale. Et donc ça a modifié le regard d'une partie du moins des élites musulmanes à l'égard de l'Europe, ou du moins c'était la tentative ou le projet ou l'objectif, mais ce n'était pas nécessairement le regard des élites européennes à l'égard du monde musulman qui était une autre affaire, et qui lui s'est constitué en effet, ce qu'on constate aujourd'hui, à une certaine archéologie assez importante à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, qu'on peut constater. Il est toujours d'ailleurs assez à la fois intéressant et d'une certaine façon agaçant de voir que les débats se répètent de façon tout à fait récurrente et périodique. Vous avez chaque 10 ans, chaque 20 ans, quasiment les mêmes termes des débats. Vous pouvez tout à fait trouver des textes qui sont en train de rediscuter les mêmes questions qu'on est en train de discuter aujourd'hui. L'apparition du phénomène musulman au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, enfin, vous avez un phénomène tout à fait récurrent en Europe occidentale, depuis que l'Europe occidentale est d'une certaine façon en train d'inclure le monde musulman d'une façon, les pays plus exactement en majorité musulmane, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle. Et naturellement, le monde musulman à la fin du XVIIe siècle commençait à prendre connaissance, ou en tout cas s'intéresser aux écrits d'auteurs du XIVe siècle, la veille de la découverte des Amériques, qui annonçaient déjà que les ressorts et les forces, y compris en termes de peuplement au sud de la Méditerranée, commencent à s'affaiblir et que quelque chose s'annonce au nord de la Méditerranée. C'est déjà la veille de la découverte des Amériques. Et puis vous trouvez par exemple dans l'Empire ottoman, au cœur de l'Empire, c'est-à-dire à Istanbul, vous trouvez un certain nombre d'auteurs qui commencent à dire oui, mais enfin, on peut quand même défataliser l'histoire, ça c'est juste une parenthèse, et puis il y a une cause tout à fait contingente, la découverte de l'or, etc., qui a fait qu'on s'affaiblit et l'Europe se renforce. Et puis il y a une bataille très connue à la fin du XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle, qui finalement, donc la bataille de Karlowitz, qui a fait que l'Empire ottoman prend réellement connaissance, ou en tout cas prend acte de sa faiblesse face aux nouvelles puissances européennes. Et là, effectivement, on trouve dans les écrits un certain nombre d'auteurs qui commencent à se dire, mais alors,
comment faire pour stopper cette décadence ou ce recul et comment faire face à ces nouvelles puissances. Une des réponses multiples qu'on trouve dans les textes, c'était de dire finalement l'Europe est inévitablement forte, alors faisons de l'Europe un allié pour comment dire, une nouvelle régénération du monde, enfin de l'Empire ottoman en l'occurrence, du monde musulman. Vous trouvez ça aussi bien au cœur de l'Empire ottoman qu'en Malaisie, en Indonésie, en Afrique noire, etc. etc. Et alors le 19e siècle, c'est là qu'il faut trouver effectivement les termes, disons, de la philosophie politique due au libéralisme émergent qui commence un peu, alors tout ça est évidemment encore émergent, mais qui commence à avoir une certaine attraction. Et là, vous trouvez des gens qui vous diraient, oui, la démocratie au sens libéral, ça, c'est la même chose que la Shura en islam, enfin dans le monde musulman. Ce qu'ils appellent liberté et citoyenneté, c'est la même chose que nous appelons insaf el-adl, l'équité et la justice. Ce qu'ils appellent, un auteur qui était ici au début du 19e siècle à Paris, il est arrivé à Paris en 1826, et il a connu la seconde révolution, celle de 1830, qu'il a longuement commentée. Il a traduit la charte de 1830, la charte de la révolution, c'est-à-dire les Trois Glorieuses. Et il relatait un certain nombre de choses, mais il les traduisait dans les termes, disons, des théologiens et philosophes musulmans. Il dit, les Français ne sont pas très loin de nous. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop la religion parce qu'ils se moquent beaucoup du pape, etc. Mais parce qu'ils ont découvert les hérésies, c'est un musulman croyant. Ils ont découvert les hérésies du pape d'ailleurs. Alors il cite un certain nombre de choses qu'on attribue au pape à l'époque. Il dit, mais les Français sont conscients de ça, de ces hérésies. Et puis il ajoute, en réalité, ils sont des adeptes de tasdiq donc le fait d'approuver ou désapprouver selon la raison, qui était une école très connue en philosophie et en théologie musulmane, etc. C'est-à-dire que l'ensemble des concepts qu'il trouve, il essaye de leur trouver un équivalent, ce que j'ai appelé les homologies du 19e siècle. Mais l'ambivalence assez forte dans ce moment, c'était à la fin du 19e siècle, où là vous trouvez effectivement, avec en particulier la généralisation du fait colonial, la conférence de Berlin, là les élites étaient réellement interrogées sur la signification à donner à l'Europe. Est-ce que l'Europe, ce sont ces concepts de liberté, de citoyenneté, de libéralisme émergent, le parlementarisme, etc. Est-ce que c'est ça l'Europe ou c'est plutôt la domination et l'expansion coloniale? Et cet équivoque fondamental, elle travaillera réellement et elle s'alliera avec la critique communiste qui dominera au début du XXe siècle et qui s'accompagnera avec deux phénomènes dans le monde musulman, et j'arrête là, avec donc la généralisation du communisme qui a permis une grande critique du capitalisme et des libertés individuelles, etc., etc., et l'abolition du califat qui a été un cataclysme dans le monde musulman, parce qu'elle a rompu l'unité symbolique depuis le XIVe siècle, depuis la Sarkiphage jusqu'à 1924, et le découpage colonial, c'est-à-dire que désormais les élites s'affrontent, articulent leurs concepts, articulent leurs débats, non pas en fonction d'un espace de langue arabe ou un espace de religion musulmane, mais en fonction des espaces hérités ou qui n'étaient pas encore tout à fait hérités de l'époque coloniale, ce qu'on a appelé les mouvements de libération, etc., etc., qui fondamentalement, que ce soit dans la guerre froide, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit des mouvements considérés comme pro-occidentaux ou pro-soviétiques, pro-russes, c'était pour l'essentiel, ils avaient tous pour mot d'ordre la démocratie libérale, les concepts tels que citoyenneté, les libertés individuelles et non pas les libertés de peuple. On préférait le mot liberté de peuple aux libertés individuelles. Tout ça, ce sont des arguments purement impérialistes qu'il faut combattre. Hein. Si vous lisez la charte des droits de l'homme, non pas et des citoyens, mais des peuples d'Alger de 1974, vous comprenez bien que ce sur quoi l'ensemble des mouvements aussi bien considérés comme pro-occidentaux ou pro-soviétiques à l'époque dans la composition de la guerre froide, le mot d'ordre qui était commun, c'était toutes ces questions de liberté individuelle, de citoyenneté, tout ça c'est du jargon colonial, c'est du jargon impérialiste, c'est de la pire propagande impérialiste avec laquelle il faut rompre. Et ça, ce n'est pas propre au monde musulman, c'est l'ensemble des pays du Sud, du tiers-monde, le monde ex-colonisé, et qui finalement connaîtra un grand tournant au début des années 80 en réalité. D'accord, merci. Alors justement, on a souvent entendu dans les débats politiques, les débats dans les médias, est-ce que l'islam est une religion soluble dans la démocratie ou pas, ou même du côté même des musulmans, oui, mais de toute façon, nous les musulmans, on n'est pas faits pour la démocratie. C'est des choses que moi j'ai déjà entendues. Je ne vous citerai pas mes sources, mais bon, je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour dépasser ce concept, enfin,
cette erreur, en fait, parce que quand on revient au texte, on voit bien que la Choura fait partie des textes de manière pleine. Qu'est-ce qu'on fait pour dépasser cette caricature? À vous trois. C'est les questions qui reviennent très souvent. Je pense qu'elles vont encore revenir et revenir. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Je pense qu'on ne parle absolument pas de la même chose. Et tout dépend de la définition qu'on donne et de la démocratie et de l'islam. Moi, j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que il y a une multitude de définitions de l'islam, multitude de définitions de la question démocratique. Aujourd'hui, je pense que la question, il faut la poser différemment, c'est comment finalement les citoyens français de confession musulmane peuvent s'épanouir dans notre démocratie. Je pense que c'est la question qu'il faut poser, non plus la question de l'islam et de démocratie. On les pense comme des notions abstraites qui ne sont absolument pas dynamiques, et on passe à côté des formidables dynamiques dont tu parlais tout à l'heure, Nadia, des gens qui, là, dimanche matin, sont en train de faire des maraudes, et on passe à côté véritablement de l'essentiel. Moi, pour qu'on ne reste pas justement dans cette réflexion autour de notions abstraites, et je me ferai l'élève de Fernand Braudel, et ce temps long, je pense qu'il faut analyser les choses vraiment avec cette perspective historique. Et quand on analyse les choses dans la perspective historique, on se rend compte que durant les 3 derniers siècles, la France a énormément changé. Avant même d'être un empire colonial, c'était une monarchie absolue de droit divin. Aujourd'hui, c'est une république, elle est démocratique et elle est laïque. Et aujourd'hui, dans la crise de la pensée qui est la nôtre, nous sommes devenus des petits conservateurs et parfois même des petits dogmatiques. Et nous n'avons pas d'audace intellectuelle pour essayer d'envisager quelque chose de nouveau. On est moderne à un moment donné, mais on peut très, très rapidement être un conservateur, celui qui conserve parce qu'il ne change pas sa perspective. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut changer la perspective. La situation, elle est inédite. Elle ne s'est jamais vécue nulle part. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut, et c'est créer des espaces où toutes les sensibilités françaises vont pouvoir débattre et échanger ensemble et envisager ensemble la société française de demain, la démocratie en tant que projet inachevé de demain. Et je pense sincèrement qu'il faut cette créativité philosophique, mais cette créativité philosophique, elle ne se fera pas avec des musulmans qui regardent en arrière, en pensant que l'âge d'or est passé et que la seule chose que j'ai à faire, c'est de regretter un passé. On ne va pas le faire avec des concitoyens qui ne partagent pas forcément ma confession et qui pensent que tout a été dit et que rien n'est envisageable après Montesquieu. Non, au contraire. Et le défi extraordinaire qui nous attend aujourd'hui, et je salue encore une fois l'initiative de Dominique Régnier, c'est de nous mettre autour d'une table, de nous inviter mutuellement et d'essayer d'envisager l'avenir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le cheminement intellectuel comme spirituel, il ne peut pas se faire qu'avec des gens qui pensent comme moi. Sur la question de la démocratie, sur la question de l'islam, il faut une éducation à la cohérence, une éducation à la responsabilité. On ne peut pas commettre et instrumentaliser toutes les religions. On ne peut pas instrumentaliser l'islam. On ne peut pas instrumentaliser la démocratie. Excusez-moi, mais la démocratie ne s'arrête pas au port de Marseille. Quand il y a des peuples, des sociétés majoritairement musulmanes qui, dans des élections claires, avec des observateurs internationaux, quand on a des peuples musulmans qui votent pour des représentants, ben la moindre des choses, nous, en tant que Français, c'est de respecter tous les choix démocratiques, quand bien même ces peuples n'ont peut-être pas forcément voté pour le candidat. Et il faut respecter toutes les élections démocratiques, qu'elles se passent à Paris, en Palestine ou au Caire. Il ne s'agit en aucun cas de se diviser sur qui soutenir, le débat ne se situe pas là. Il y a une seule chose à soutenir, c'est le principe démocratique et d'accompagner toutes les sociétés à avancer dans leur processus démocratique. Je terminerai sur un dernier point. On en a plus ou moins parlé dans les tables rondes précédentes.
c'est cette notion de croire ensemble. Aujourd'hui, nous avons besoin de fécondation spirituelle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des citoyens, des humanistes, différentes philosophies, différentes religions, qui vont à un moment donné discuter ensemble, échanger, vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est comme M. Guerdonnet le rappelait tout à l'heure, il y a des défis communs. Toynbee en parlait, le grand philosophe de l'histoire. Toutes les civilisations se sont formées à partir d'un grand défi. Et aujourd'hui, le changement de perspective auquel j'appelle, c'est cette civilisation humaine qui est en train de se construire. Il y a plusieurs crises, qu'elles soient sociales, économiques, écologiques et spirituelles. Et nous devons, à partir de nos identités respectives, essayer d'envisager des solutions et de relever le défi, le challenge ensemble. Merci Jamel. Samia, il nous reste 15 minutes, donc si tu veux réagir, et ensuite Mohamed Bedi Ebnou. Oui, peut-être. Il y aura une question Twitter pour clore la table ronde. Ajouter une dimension dont nous n'avons pas parlé, qu'on a un peu effleuré sur le concept de citoyenneté. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie quand on parle de citoyenneté, de ne pas parler de l'école, de ne pas mentionner le lieu par essence, l'antre dans lequel se crée la citoyenneté, où se forge l'idée de citoyenneté et comment est-ce qu'on forme ces citoyens, c'est à l'école. C'est ici et maintenant qu'on forme nos citoyens de demain dans nos classes. Et je crois que le thème, c'est valeurs d'islam et citoyenneté. Il y a un certain nombre, depuis un moment, un certain nombre de réflexions qui sont faites pour mettre plus, non pas de religion dans les écoles ou dans les curriculums, en tout cas dans les programmes scolaires, mais d'intégrer ne serait-ce que des figures dont on a assez longuement parlé ce matin, l'émir Abdelkader. Il a été question, et je crois qu'il est encore question, d'intégrer ces valeurs d'islam, ou en tout cas ces figures musulmanes éminentes, telles que l'émir Abdelkader ou d'autres, au cœur de notre système scolaire, au cœur de nos programmes scolaires. Pourquoi ? Pas par prosélytisme, absolument pas. Pas juste pour faire du saupoudrage de connaissances sur l'islam, le judaïsme ou le christianisme, absolument pas. Mais pour que les jeunes qui sont d'une diversité incroyable, en ayant enseigné dans le 93 pendant quelques années, je peux en témoigner, que cette diversité, en tout cas de nos élèves, se retrouve et que les enfants, les jeunes aient le sentiment aussi que l'histoire, leur histoire, notre histoire, parle à chacun d'entre nous et prennent en compte cette diversité, qu'ils aient le sentiment d'être citoyens entièrement dans notre nation. Merci Samia. Mohamed Bedi. Alors, moi, je pense que ce type de questions, d'abord, trahissent davantage en tout cas, ils sont symptomatiques et il faut plutôt interroger la question d'abord et voir pourquoi elle est posée. Et me semble-t-il que cette question, oui, tout à fait récurrente, ça fait partie des choses 1000 fois récurrentes. Et qu'on n'a pas dépassé encore, c'est pour ça que je la pose. À l'époque moderne. Et il est probable que le dépassement des questions ne vienne jamais de leurs réponses, vraisemblablement. Alors, à la fin du 19e siècle, je le signale dans la note, il y avait une conférence de quelqu'un qui connaît très bien le monde de langue arabe et le monde musulman de façon générale, en tout cas une bonne partie du monde musulman. C'était Ernest Renan qui avait donné une conférence en 1884 à la Sorbonne qui s'intitulait « Islam et science ». Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. C'était un spécialiste d'arabe et d'hébreu, et donc pour lui, l'islam, c'est tout à la fois. C'est les gens, la culture, la civilisation, l'histoire, la religion, tout à la fois. Cet islam-là est un produit sémitique, donc incompatible avec la science. Il y a des races, on était à la fin du 19e siècle, il y a des races. L'islam, comme le christianisme, comme le judaïsme, sont produits par une race sémitique incapable de produire de la science. La christianité a joui de l'Europe occidentale. Elle a immigré de son origine moyen-orientale et elle s'est installée en Europe occidentale. Donc, elle peut s'accommoder de la rationalité. En revanche, l'islam, lui, comme le judaïsme, sont restés de l'autre côté de la Méditerranée, donc incapables de rationalité et de science. Et il y avait le débat avec Afrani Abdou, ça coïncidait avec leur arrivée. Ils étaient expulsés par les Britanniques d'Égypte et ils sont arrivés à Paris la même année, 1884. Et donc, vous avez ce qu'on a appelé le grand débat des Salam Alek, parce qu'ils avaient cette attitude très orientée. Ils disent, vous avez raison, mais vous avez tort. Et c'est vrai que le monde musulman actuellement, c'est pas brillant, mais il y a autre chose à voir, etc., etc. Est-ce que vous avez lu tel ou tel auteur? Et alors, évidemment, on n'est plus dans les questionnements des races,
Mais ce qui me semble, je suis souvent beaucoup plus attiré par les aspects économiques des choses, il me semble que le monde musulman aujourd'hui n'est pas le même, économiquement du moins. Si vous raisonnez à l'échelle de l'Indonésie, de la Turquie, de la Malaisie, même de l'Iran, vous n'avez pas le même monde musulman. Le monde arabe, en France, quasiment chaque pays européen voit le monde musulman au travers d'un prisme particulier. Le monde musulman veut dire en Angleterre l'Inde, le Pakistan. En France, le monde musulman veut dire le monde arabe de façon générale, le Moyen-Orient et le Maghreb de façon très particulière. En Allemagne, le monde musulman veut dire l'Allemagne, etc. Le monde arabe est passé du statut du leadership au XIXe siècle des mondes musulmans au statut réellement des parrains pauvres aujourd'hui. Puisque une des questions que je rappelle souvent, celle qui a été la question du XIXe siècle, pourquoi le monde musulman a-t-il pris du retard alors que les autres s'est développé, les autres c'était l'Europe occidentale, mais aussi à la fin du XIXe siècle le Japon, est devenu, donc la fameuse question reformulée en 1939 par Sheikh Barcelan, est devenue aujourd'hui quasiment pourquoi une partie du monde musulman se développe alors que le monde arabe, ou en tout cas une très grande partie du monde arabe, ne se développe pas ou connaît des difficultés majeures qui sont, voilà, bon, là, on ne va pas faire le rappel de toutes les questions géostratégiques et économiques qui se posent, mais en tout cas, tant que la question économique se pose, vous aurez ce type de questions concomitantes. Alors, une des questions alors, les Français musulmans, enfin, toutes ces, évidemment, est-ce que ça a une pertinence vraiment sociologique de parler des Français musulmans? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, que beaucoup de gens qui viennent des ex-colonies sont encore, pour le cas français, et d'ailleurs en partie pour le cas britannique, très pauvres. Et je pense que ça joue beaucoup dans ce type de questionnement. Je vous remercie. Pour clore la table ronde, on a une petite question Twitter donc de Laurent Nicolas. Je la pose et ensuite on verra qui répondra. Considérez-vous, comme Jaurès, que laïcité et démocratie sont identiques? Qui veut se jeter à l'eau? Samia. Non. Non, je ne crois pas que la laïcité et la démocratie soient identiques. Pour passer une grande partie de mes journées et de mes semaines en dehors de la France, le concept de laïcité, quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire et exceptionnalisme français. Absolument pas. On a d'autres formes de neutralité de l'État par rapport aux religions, aux églises, mais la laïcité et la démocratie ne sont pas synonymes. Il nous reste 8 minutes, donc qui veut apporter des compléments? Alors, considérez-vous, alors c'est une question de Twitter, hein, considérez-vous comme Jaurès que laïcité et démocratie sont identiques? Il nous reste 8 minutes. Comme Jaurès, oui. Je pense que Samia a répondu, a répondu à la question. Moi, j'aimerais, pour peut-être conclure, en tout cas ma partie, vraiment terminer sur voilà, notre société française. Je pense que notre société française est rongée par deux mots. Le premier, c'est la reproduction des élites, et la deuxième, c'est le populisme. Et je m'explique. La reproduction des élites est un véritable problème, dans le sens où toutes les richesses, tous les talents, toutes les compétences ne sont malheureusement pas assez mises en valeur, mises en évidence. Et quand il y a des discriminations dans notre pays, c'est la démocratie, la citoyenneté finalement. Vous donnez des arguments pour le repli sur soi. Et il faut absolument poser la question des reproductions sociales, des reproductions des élites, où finalement, nous pouvons voir, en tout cas dans cette salle, une diversité. La France d'aujourd'hui, je ne la vois pas dans les hémicycles du Parlement. Je ne le vois pas dans les espaces de décision de notre pays. Pire encore, je ne vois même pas, ou très peu, de Français qui ont une richesse culturelle représenter la France à l'étranger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le populisme. Et le populisme, c'est d'essayer finalement, quand on est anxieux vis-à-vis de l'avenir, d'essayer, comme je le disais tout à l'heure, de ressusciter un passé dépassé. Aujourd'hui, il faut que nous assumions qu'il y a une citoyenneté plurielle, qu'il y a des identités plurielles et qu'il faut toutes les accepter. Et qu'aujourd'hui, effectivement, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Bariza Khiari d'humiliation, si mon identité musulmane n'est pas mise en valeur dans mon pays, comment voulez-vous que l'on construise quelque chose ensemble si je suis dévalorisé dans une de mes identités? Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de se flatter pour se flatter, c'est juste de reconnaître cette richesse identitaire, et là je la vois nombreuse aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Il nous reste 5 minutes. Je suis très content de l'optimisme de Jamal. Et j'espère qu'on le partage. Enfin, j'espère. Alors, pour le coup,
En tout cas, je pense que cette question elle-même est symptomatique de notre époque. Alors, je ne sais pas du tout si je doute fort d'ailleurs que Jaurès ait dit ça. Mais les jours où on saura ce que c'est démocratie, est-ce que c'est laïcité, déjà on aura un peu avancé, mais il me semble-t-il que ce n'est pas pour tout de suite. Je vous fais juste remarquer que le terme laïcité se traduisait en anglais dans le temps par le terme secularisme, et ces dernières années, ils ont fini par dire non. Et là, ils conservent le terme laïcité. Et parfois, ils ajoutent French laïcité. Merci. Merci à vous.